Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue parmi nous à la Maison de l'Amérique latine pour cette nouvelle session de la tribune de l'actualité latino-américaine et caribéenne. Un rendez-vous maintenant bien installé et bien connu par beaucoup d'entre vous, la TALAC. Voilà, le mot rentre presque dans le dictionnaire français. Pour ce rendez-vous mensuel qu'on a le plaisir de vous proposer ici à la Maison de l'Amérique latine. Désormais, ce rendez-vous fait l'objet d'une captation vidéo qui permet ensuite de la diffuser sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube, la nouvelle chaîne YouTube de la Maison de l'Amérique latine. Donc ça va aussi permettre de continuer à faire connaître notre rendez-vous et les différents thèmes que nous traitons chaque mois ici. Et pour ce soir, on va démarrer, parce que je vois qu'on a, on a démarré notre session. Donc on va ce soir, comme vous le savez certainement, si vous avez vu le programme, on va traiter d'un sujet d'actualité s'il en est, puisque l'idée c'est un peu de réfléchir sur la question des conséquences, disons, de l'élection de Donald Trump pour la région latino-américaine. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Quelles sont les premières analyses qu'on peut tirer de cet événement? Bon, le terme est peut-être un petit peu fort, quoique, disons, tectonique un petit peu, hein, dans le champ des relations internationales. On entend beaucoup pour l'actualité européenne, etc. Mais évidemment, ça a aussi des conséquences très importantes en Amérique latine. Et donc, on va essayer de traiter ça ce soir. On va le traiter avec un invité de marque, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous ce soir Carlos Ominami. Carlos Ominami qui est de passage à Paris, donc on a profité de sa présence ici pour lui proposer de venir avec nous, pour avoir son point de vue. Carlos Ominami, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, bon, a un très très long parcours politique, intellectuel, que je ne vais pas avoir le temps de résumer ici, mais quelques jalons. Carlos, qui est un ami de la Maison de l'Amérique latine, est l'ancien ministre des Finances chilien, du Chili. C'était en 1990, à partir du moment du retour de la démocratie au Chili. Il a un long travail politique comme sénateur, etc., tout au long de ces dernières décennies au Chili. Il est également un expert de politique étrangère et de politique internationale. Il a animé, fondé, dirigé plusieurs think tanks, plusieurs fondations de recherche sur les questions internationales et de politique étrangère latino-américaine. C'est un petit peu à ce titre-là qu'on est content aussi de l'avoir avec nous ce soir. Et il est également chercheur associé à l'IRIS, dont je fais partie, comme vous le savez certainement aussi, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, où bien, il a rejoint le programme Amérique latine de l'IRIS en tant que chercheur associé. Alors on a invité ce soir avec Anaïs ainsi que Lamia qui ne sont pas là et Olivier ici présent. Donc on s'excuse aussi pour la non-parité de cette table, qui n'est pas de notre fait, puisqu'on devait être 4, mais il y a eu des annulations de dernière minute, enfin plus ou moins, qui font qu'il reste que les garçons à la table. Donc on s'en excuse par avance. On va quand même essayer de vous proposer des choses intéressantes. Et donc, malgré le fait que nous ne soyons que des garçons à la table, voilà, en tout état de cause, on va démarrer cette rencontre. Vous connaissez le format, hein, ça se veut assez dynamique, assez dans l'échange aussi avec notre invité. Donc on va structurer cette réflexion autour de 3-4 questions, certaines assez larges pour que Carlos ait le temps un petit peu de développer ses analyses, et puis aussi ce que lui considère devoir constituer peut-être une boussole stratégique pour l'Amérique latine dans cette période fort troublée. Il nous dira, en particulier autour peut-être des questions de ce qu'il appelle le non-alignement actif, qui est une doctrine de politique étrangère que Carlos a théorisé et promeut dans beaucoup de cercles internationaux. Il aura l'occasion, je pense, d'y revenir. Mais la première question, peut-être pour qu'on démarre nos travaux ce soir, Carlos, si tu en es d'accord, c'est peut-être de nous donner quelques éléments d'appréciation, ta grille de lecture, si je puis dire, sur quelles sont selon toi précisément les principales conséquences qu'il faut évoquer au bout de quelques mois de l'élection de Donald Trump en Amérique latine, au moins sur les 3 ou 4 je dirais, dossiers un petit peu
brûlant ou structurant des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine, tout du moins évidemment, je pense à la question migratoire, je pense à la question de la criminalité organisée, du narcotrafic, qui sont devenues des questions de politique intérieure hein, pour les États-Unis, qui le sont déjà. Je pense bien sûr peut-être à la question plus politique des pays avec lesquels les États-Unis ont de mauvaises relations. Je pense au cas Cuba, Venezuela, Nicaragua. Qu'est-ce que selon toi on peut dire sur ces aspects-là donc au moins sur ces questions-là, avoir un petit peu tes premières analyses. Tout d'abord, laissez-moi remercier pour cette invitation pour parler de l'Amérique latine, une région un peu perdue, un peu qui n'est pas dans l'épicentre de la situation actuelle avec les triomphs du président Trump dans la dernière élection américaine, mais qui est quand même une région qui est très concernée, qui est très menacée. Moi, je vais commencer avec une affirmation centrale. Il n'y a pas une politique de la part du gouvernement Trump pour l'Amérique latine. Il n'y a pas une politique, mais il y a quand même un certain nombre de sujets. Il y a des thèmes, des issues, comme on dit en anglais. Premier issue, c'est le thème de la migration. Avec une menace énorme qui consiste dans tout ce qui a trait aux déportations massives qui sont déjà commencées vers le Mexique, vers le Brésil, vers le Venezuela, vers les pays de l'Amérique centrale. Donc là, on a un premier sujet, migration. Deuxième sujet, drogue, et notamment l'histoire de fentanyl, qui concerne essentiellement le Mexique. C'est bien connu, le fentanyl fait des ravages aux États-Unis. Il y a à peu près, je sais pas, on dit à peu près 100 000 Nord-Américaines qui meurent tous les ans à cause de overdoses de fentanyl. Et le fentanyl, ça amène aussi une menace énorme. Il y a pas mal de gens, même des responsables de politique aux États-Unis, qui pensent qu'il faut agir directement sur les groupes organisés, les groupes qui sont dans les marchés du fentanyl, et ça risque d'entraîner des attaques très fortes contre la souveraineté, notamment des pays comme le Mexique. Il y a des gens, il y a des responsables internationaux qui disent que les États-Unis doivent agir directement contre ces groupes, même au Mexique. Donc, deuxième sujet, c'est la question de la drogue et du fentanyl. Troisième sujet, le commerce. On a un président qui retrouve les vieilles idées mercantilistes comme quoi il faut avoir une balance commerciale positive comme signe de bonne santé économique. Or, ça entraîne aussi toute une série de mesures. On le voit notamment dans le cas du Mexique. Il y a déjà des tarifs qui ont été des augmentations de tarifs sur les sidérurgies qui ont été déjà mises en place. On a tout un marchandage autour du Mexique sur l'augmentation des tarifs à 25% pour le Mexique et pour le Canada. Je crois que c'était annoncé que ça allait commencer le 4 mars, puis ça a été reporté d'un mois. Maintenant, puis ils ont dit que ça allait recommencer le 4 mars, et puis ils ont dit qu'il fallait quand même réévaluer parce que finalement, je crois que dans le cas des États-Unis, ce qui compte finalement, ce sont les effets de ce type de mesures sur l'économie domestique, sur l'économie interne. Il est bien évident que l'augmentation des tarifs, ça entraîne aussi des effets inflationnistes, ça peut aussi entraîner des effets récessifs. Et ça joue énormément sur la définition des politiques dans ce domaine-là. Et puis, il y a une quatrième question qui est tout à fait fondamentale et qui est très complexe, ce sont les rapports avec la Chine. Si la question de la migration, la question du commerce, la question des drogues, ça concerne essentiellement l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord.
la question de la Chine, ça concerne essentiellement l'Amérique du Sud. Pour la plupart, c'est le cas du Brésil, c'est le cas du Chili, c'est le cas du Pérou. On a à avoir un système, je dirais, d'hégémonie fragmentée. Les États-Unis continuent à être un référent essentiel du point de vue politique, du point de vue culturel, du point de vue militaire, mais il arrive que la Chine, c'est devenu le principal marché d'exportation pour le Chili, pour le Brésil, pour le Pérou et même pour l'Uruguay et d'autres pays de l'Amérique latine. Et si la Chine n'arrive pas en premier, arrive tout à fait, en tout cas en deuxième. Le cas du Chili, c'est peut-être le cas extrême. La Chine à elle seule représente 36-37% du marché d'exportation pour le Chili. Donc, c'est une position très vulnérable. Et nous avons déjà une certaine expérience par rapport à cette situation. Pendant le premier gouvernement du président Trump, il était question, c'est un très bon exemple qui risque de se répéter, il était question de construire un câble sous-marin entre Valparaiso et Shanghai. C'est que pour l'Amérique du Sud, c'était quelque chose de très important d'avoir une liaison directe avec la Chine. Or, à un moment donné, il y a M. Pompeo, le secrétaire d'État, qui est arrivé au Chili en disant, écoutez, ça ne peut pas se faire. C'est une question de sécurité nationale. Et finalement, c'était le gouvernement du président Piñera qui était obligé d'annuler les projets. On essaye maintenant de trouver une autre solution par le biais d'un câble entre le Chili et l'Australie. Mais finalement, c'était une très bonne idée d'avoir une connexion directe, ça n'a pas marché. Tout ça pour vous montrer que ça, c'est une question qui risque d'être très importante. Ça n'a pas été au centre des débats pendant ces jours-ci, sauf dans le cas du Panama, où le gouvernement panamien a été obligé d'annuler ou annoncer qu'ils vont annuler les concessions qui ont été faites à deux ports, pas exactement chinois, ce sont des ports de Hong Kong, mais que pour le gouvernement américain, ça constitue une menace du point de vue stratégique. Donc, si vous voulez, pour avancer dans cette première question, il n'y a pas une politique de la part des États-Unis, il y a des sujets, et ça a lieu dans une situation politique latino-américaine très compliquée. Ça, il faut aussi le dire. On est dans une situation de presque stagnation du point de vue économique. Ça fait déjà 10 ans qu'on a un taux de croissance très très bas, moins de 2% par an en moyenne. On a une situation de mécontentement social très élargie. On a des démocraties qui ont été affaiblies. Il y a une espèce de frustration démocratique en Amérique latine. On est des pays très intégrés dans l'échelle de valeurs au niveau mondial. On est intégré avec la Chine, on est intégré avec les États-Unis, on est intégré avec l'Europe, mais on est très peu intégré entre nous. Je vous donne un chiffre. Dans le cas de l'Union européenne, les échanges à l'intérieur de l'Union européenne représentent à peu près 75% du total. Dans le cas de l'Amérique latine, c'est moins de 20%. On est très peu intégrés entre nous. Et on est essentiellement divisé, fragmenté du point de vue politique. Ça s'est déjà passé toute la période où il y a eu une espèce de vague rose avec des gouvernements progressistes qui essayaient de converger dans un certain nombre de politiques visant la redistribution des revenus, visant aussi l'intégration et la concertation politique. Finalement, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on a une région qui est très menacée. On a une région qui est quand même loin de l'épicentre de la crise internationale, mais on est très menacé
et on a à faire face à cette situation dans des conditions politiques, économiques et sociales compliquées et difficiles. Alors, vous dites effectivement qu'il n'y a pas de véritable politique de Trump vis-à-vis de l'Amérique latine. C'est d'ailleurs déjà ce que l'on disait à propos de Biden. Et finalement, peut-être que la dernière fois qu'il y a eu une politique états-unienne envers l'Amérique latine, c'était les années Obama. C'est possible. Qu'il y a surtout des issues, enfin des thèmes, disons. Et je reviens sur le premier de ceux que vous avez distingués, à savoir la question migratoire. Est-ce que... alors la question migratoire, à mon avis, elle se joue en deux temps. D'abord, c'est le blocage de la frontière terrestre au Mexique, qui devient un énorme problème de politique intérieure mexicaine, puisque vous le savez, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de migrants qui aujourd'hui sont massés dans les États septentrionaux du Mexique et qui, à un moment donné, deviennent un problème, disons, de gestion, y compris de santé publique, etc. Il y a plein d'articles qui sont parus récemment. Puis il y a un deuxième problème qui est celui de ce que vous avez appelé les déportations, en reprenant d'ailleurs les mots utilisés par l'équipe de Trump elle-même. Alors moi j'ai une double question là-dessus. Premièrement, est-ce que la capacité des États-Unis de renvoyer massivement des centaines de milliers de migrants clandestins vers l'Amérique latine est réelle? On a vu quelques rodomontades, l'affrontement avec Petro via Twitter, lorsque Petro a dit on ne prend pas l'avion, puis finalement on le prend, etc. Bon, voilà. Et finalement, est-ce qu'il va y avoir quelques symboles et que finalement ça va s'arrêter là parce que c'est une politique qui est très compliquée à mettre en œuvre, outre son inhumanité. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça peut faire à l'économie américaine? Parce que ce n'est pas un pays de chômage massif. Et ces migrants clandestins, et on le sait quand on va aux États-Unis, ces migrants clandestins font tourner partiellement, comme ailleurs, hein, j'allais dire, comme en France, l'économie. Donc jusqu'à quel point, je dirais, cette politique migratoire a-t-elle un avenir au-delà des 100 premiers jours ou 200 premiers jours du gouvernement Trump? Il s'agit de deux très bonnes questions. Concernant la première, je crois que la capacité réelle des États-Unis de déporter massivement, on parle de 11 millions de migrants illégaux aux États-Unis. 11 millions. C'est ce qu'on a fait, les déportations qui ont été faites sont vraiment des gouttes dans l'océan. C'est presque rien. Mais je crois qu'il faut faire attention. Ça a quand même un effet de démonstration. Je crois que ça joue dans ce domaine-là. D'après ce que j'ai vu, il y a eu une très nette diminution des courants migratoires. Et en plus, tout ça a aidé parce que le Mexique a été aussi obligé de faire une partie du travail sale. Ils ont été obligés de renforcer la frontière sud et la frontière nord avec les États-Unis. Ils font une partie très importante du travail de contention des flux migratoires vers les États-Unis. Donc, tu vois que la capacité réelle est très faible, mais ça a quand même un effet de démonstration qui est quand même importante. Or, concernant la deuxième question, je crois que ça montre ce qui, à mon avis, est très important de suivre dans tout ce qui est en train de se passer. C'est la cohérence interne des mesures qui ont été prises. Il y a, un exemple, c'est l'histoire des tarifs, l'augmentation des tarifs douaniers et les effets inflationnistes. Dans le cas de la migration, de l'arrêt de la migration, ça risque d'entraîner aussi une augmentation du coût de travail à l'intérieur des États-Unis. Et donc, ça aussi peut entraîner des effets inflationnistes. Donc, je crois que là c'est quelque chose qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention, parce que on dit la politique de Trump, ça amène un bouleversement énorme de la situation internationale. Ça peut nous amener à un nouvel ordre international basé plutôt sur des définitions unilatérales et non pas sur des règles. Mais aussi, ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas marcher du fait des contradictions internes aux États-Unis, notamment sur le plan économique. Je crois que la faiblesse essentielle de cette stratégie, c'est la cohérence économique, les effets inflationnistes, les effets sur le coût de la main-d'œuvre, qui peuvent être des effets très négatifs. Il faut tenir aussi à l'esprit le fait que
Trump, il n'a pas énormément de temps devant lui. Il a des élections l'année prochaine. Hein. Donc, il doit produire des résultats, notamment sur le plan économique. Il doit montrer qu'il est capable de contrôler l'inflation, qu'il est capable de relancer l'économie, ce qui n'est pas facile dans le cas des États-Unis. Voilà. Oui, moi je voulais juste faire deux petites observations complémentaires et te reposer une autre question. Les observations, c'est sur la question des migrations. Juste pour préciser, le fait qu'il y a sur ces 11 millions de personnes qui, d'après Donald Trump, seraient susceptibles d'être déportés, illégaux, sans documents. Il s'appuie, lui, sur le fait qu'il estime qu'il y en a 8 qui sont rentrés sous le mandat de Biden, à peu près, aux États-Unis. Et donc, pour aller dans le sens de ce que tu dis, ça marche dans le sens où il contente sa base électorale, où il leur montre, de son point de vue, qu'il fait ce qu'il dit. Donc ça, c'est un point important sur le plan politique. Je voulais juste signaler que ce qui est en train de commencer à émerger aussi, ce sont des travaux qui, à mon avis, sont très intéressants et il faut apprécier la portée, sur le fait de comprendre aussi dans quelle mesure, dans ces dernières années et dans les flux migratoires qui sont arrivés aux États-Unis légalement ou surtout illégalement, il y a aussi pas mal de contingents de personnes qui sont arrivées dans des pays qui ont souffert de sanctions très lourdes par les États-Unis. Et dans le cas du premier mandat de Donald Trump, celui-là en particulier, je pense évidemment essentiellement à Cuba et je pense au Venezuela, dont on voit bien le lien qu'il y a entre les sanctions qui sont imposées à ces pays, qui ont été renforcées, et puis les migrants qui sont partis par là-bas. Et c'est simplement pour signaler qu'il commence à y avoir des travaux là-dessus qui sortent aux États-Unis, des travaux universitaires qui conviendra de faire connaître et d'étudier un petit peu, parce que c'est un aspect du sujet en général qu'on ne connaît pas bien, et donc c'est aussi un sujet qui responsabilise Donald Trump lui-même et ses politiques dans les mots MAUX qu'il prétend combattre et régler aujourd'hui. La petite question que je voulais te poser, Carlos, parce que c'est tout à l'heure sur les dossiers, on va dire, tu as dit il n'y a pas de politique américaine pour l'Amérique latine, il y a des sujets, je suis assez d'accord avec cette analyse. Parmi les sujets, il y en avait un que j'avais cité tout à l'heure, sur lequel j'aimerais bien avoir un petit peu ton avis, c'est justement comment, est-ce que tu penses que la question Cuba-Venezuela, peut-être plus Venezuela d'une certaine manière, et Nicaragua, sont des sujets qui peuvent augmenter la tension que va exercer Trump sur la région latino-américaine, ou est-ce que tu penses que ce n'est pas déterminant dans le contexte actuel? Moi, je crois que pour répondre à cette question, je crois qu'il faut avoir à l'esprit le fait qu'on n'a pas une politique latino-américaine de la part du gouvernement nord-américain, mais on a un secrétaire d'État, Marco Rubio, qui a une certaine idée de l'Amérique latine. Et je crois qu'il a dans sa tête le Venezuela, le Cuba, le Nicaragua. Donc, comment ça va se résoudre? Vraiment, je ne sais pas très bien comment ça va se résoudre. Peut-être que l'administration Trump ne sait même pas comment ça va se faire. Je prends le cas du Venezuela. Il y a eu des signaux complètement contradictoires. Au début, on a envoyé il y a eu un envoyé spécial de la part de Trump et il a dit la question du changement de gouvernement, ça ne se pose pas au Venezuela. Alors, on avait l'impression que finalement l'administration nord-américaine allait établir des relations plutôt normales avec Maduro, tout en lui imposant le fait d'accepter des déportations massives et le fait de maintenir ouvert tout ce que ce sont les concessions pétrolières. Or, il y a quelques jours, ça a changé. Ils ont annoncé que la concession sur Chevron elle va être annulée, ce qui représente un coût très fort pour l'économie vénézuélienne, un coût vraiment très, très fort. Parce que pour l'essentiel des exportations du pétrole du Venezuela aux États-Unis, ça passait par la concession de Chevron. Or, là, on a aussi un bon exemple de contradiction interne de la politique nord-américaine. Parce que s'ils vont dans le sens d'approfondir les sanctions, quelle va être la conséquence? Ça va être un approfondissement de la crise économique et on risque d'avoir un nouveau flux migratoire très important. Il faut savoir que dans le cas du Venezuela, il y a à peu près 7 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays.
Il y a 2 ou 3 millions qui sont en Colombie. La Colombie, elle est vraiment très concernée par Maintenant, c'est presque 8 millions. Hein. presque 8 millions de... Mais je vous dis, dans un pays lointain comme le Chili, il y a à peu près 800 000 Vénézuéliens qui sont des migrants au Chili. Ce qui est, par rapport à la population chilienne, c'est quelque chose d'énorme. Donc, moi je ne sais pas très bien comment ça va se résoudre, cette absence de définition politique par rapport à l'ensemble de l'Amérique latine, avec les intérêts des secrétaires d'État. Il y a aussi une deuxième personne, Mauricio Clavel Carone, qui a été président de pas une période très courte, présidente de la Banque interaméricaine de développement, mais qui est maintenant chargé de l'Amérique latine au Conseil de sécurité. Alors, donc, je crois qu'ils vont essayer d'agir dans le sens d'approfondir les sanctions contre le Cuba, contre le Venezuela, mais avec ses conséquences contradictoires, parce que l'aggravation de la crise vénézuélienne, ça va entraîner un nouveau flux migratoire, et on dit que dans le cas d'un collapse de l'économie cubaine, il peut y avoir aussi un flux migratoire énorme, avec des conséquences aussi très négatives sur les États-Unis. Donc, je crois que la politique, elle est rattrapée dans ce type de contradictions. Alors, vous insistez beaucoup sur les contradictions internes, et je suis assez d'accord. On passe un peu au deuxième point de la discussion. Avec Christophe, on avait prévu aussi d'essayer de replacer Trump dans une perspective un peu historique, disons, essayer de comprendre le moment Trump par rapport à des traditions politiques états-uniennes vis-à-vis de l'Amérique latine. Et là, effectivement, il y a quelque chose de contradictoire, me semble-t-il en tout cas. Parce que quand on regarde la politique de Trump vis-à-vis de l'Ukraine, on a l'impression d'un retour d'une vraie tradition états-unienne qu'on connaît bien, qui est l'isolationnisme. On s'en frotte les mains de cette guerre, on s'en fout un petit peu, on arrête de livrer des armes et débrouillez-vous, dans une certaine mesure. Et cet isolationnisme, c'est une vieille tradition. Hein. Les États-Unis sont rentrés dans la Première Guerre mondiale parce qu'ils ont été agressés, ils se sont sentis agressés. À part la guerre sous-marine allemande, ils sont rentrés dans la Seconde Guerre mondiale après Pearl Harbor, et pas du tout pour défendre par principe les démocraties, sinon ils seraient rentrés, les démocraties libérales, sinon ils seraient rentrés plutôt dans la guerre. Donc d'un côté on a cette vision-là, et puis d'autre part on a toute une série de lectures qui apparaissent, notamment dans la presse latino-américaine, qui disent c'est le retour de la doctrine Monroe. Parce qu'effectivement, on a entendu Trump menacer directement le Panama, carrément d'occupation militaire, vouloir s'approprier le Groenland. Alors, outre le fait que c'est peut-être ça une mauvaise lecture de la doctrine Monroe, mais ça, c'est pas le sujet, on n'est pas dans un colloque sur la doctrine Monroe, mais comment, justement, du point de vue de l'Amérique latine, on peut penser ça? Est-ce que c'est le retour de la politique du big stick, ce qu'on appelait le big stick au début du XXe siècle, où au fond on est quand même dans un contexte qui est radicalement différent, notamment parce que les États d'Amérique latine sont pris dans un système de relations, notamment par exemple avec la Chine, mais aussi avec la Russie, beaucoup plus complexe, et qu'en vérité, les États-Unis auraient perdu l'Amérique latine depuis très longtemps. Comment vous voyez les choses? Moi, je suis d'accord avec ta dernière affirmation. Je crois que les liens entre les États-Unis et l'Amérique latine se sont relâchés depuis 3 ou 4 décennies d'une façon très importante. J'ai cité le cas de l'Amérique du Sud, où la Chine est déjà devenue le principal partenaire commercial. Dans le cas du Chili, dans le cas du Brésil, la Chine est doublement plus importante que les États-Unis par rapport aux exportations de ces pays-là. Donc, cette idée de l'Amérique pour les Américains, c'est quelque chose, ça appartient au passé. Ce n'est plus le cas dans ce système d'hégémonie fragmentaire auquel nous avons à voir dans les conditions actuelles. Or, ce qui me semble très important de souligner dans le cas de la politique américaine, de façon générale et plus spécialement pour l'Amérique latine, c'est le fait que ce n'est pas une politique qui vise à rétablir une certaine hégémonie. L'hégémonie, ça a tout le temps au moins 2 composantes. Il y a une composante imposition, pouvoir, mais il y a aussi une composante séduction, adhésion. Or, tous les sujets, tout l'agenda
des États-Unis avec l'Amérique latine. C'est un agenda avec des sujets tout à fait conflictuels, tous des problématiques. Ils n'essayent pas de trouver un nouveau système d'alliance. Même, je le vois même pour les forces les plus à droite en Amérique latine, les forces qui ont été plus liées aux États-Unis, elles ont du mal aujourd'hui à soutenir la politique nord-américaine parce qu'on se rend compte qu'il n'y a que des menaces et il n'y a pas une politique visant à créer un nouveau esprit, un système d'alliance avec aussi une composante d'adhésion. Je vous donne l'exemple. Une des premières, parmi les décisions exécutives de l'administration nord-américaine, il y avait quelque chose qui était relativement important pour l'Amérique latine. Après le sommet de Los Angeles, le dernier sommet auquel a participé Biden, les États-Unis ils ont mis en avant un plan, ça s'appelle l'initiative pour la prospérité. Bon, une des premières mesures du gouvernement Trump, ça a été d'annuler justement cette initiative qui vise à contrer tout ce qui fait la Chine concernant l'initiative globale, Belt Road, et tout ce type de propositions qui ont été faites par la Chine et qui lui ont permis de gagner énormément de terrain. Donc, je crois que le temps de la doctrine Monroe, l'Amérique pour les Américains, c'est un temps qui est complètement révolu. Et aujourd'hui, on a fait face à une situation complètement différente, mais dans laquelle les États-Unis ne réussissent pas à nous proposer un nouveau système d'alliance. Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression que la possibilité des États-Unis de reprendre du terrain en Amérique latine par rapport à la Chine est une possibilité très faible, parce qu'il n'y a pas une offre qui soit quand même intéressante. Ouais, merci Olivier, merci Carlos. Bah, écoutez, en tout cas, la TALAC connaît de nouveaux problèmes, c'est que la salle n'est plus assez grande apparemment pour le public. Bienvenue. Un petit peu dans la continuité de ton développement fort intéressant, Carlos, ce que ça révèle aussi, nous semble-t-il, en préparant la conférence avec Olivier, on se disait, voilà, dans quelle mesure l'Amérique latine a les moyens de répondre à la situation créée par l'élection de Trump. Au fait, c'est vrai que ce qui caractérise sa politique aussi, tu parles de système d'alliance, c'est que précisément, il semble bien que l'idée même de système d'alliance soit quelque chose qu'il ne veut pas, Donald Trump, et c'est précisément un aspect de la fiche d'identité du Trumpisme, c'est précisément probablement de sortir des systèmes d'alliance trop contraignants selon son opinion. Et du coup, par rapport à l'Amérique latine, dans quelle mesure a-t-elle les moyens de répondre au défi Trump quand on malheureusement doit constater, ce que tu as déjà évoqué en fait plusieurs fois ce soir, l'état des divisions latino-américaines, l'état des divergences politiques, géopolitiques, des affinités, etc., qui sont si différentes entre Lula au Brésil ou M. Milei en Argentine, etc., etc. Du coup, on a vu aussi il y a un mois à peine, après l'épisode de Gustavo Petro qui a été mentionné, je crois, par Olivier tout à l'heure, quelque chose d'assez triste, qui était que les pays latino-américains ont été incapables de tenir une réunion de la communauté des États latino-américains et caribéens qui était en fait prévue et annoncée même par la présidente Castro du Honduras pour justement répondre à la situation, à la question des déportations des migrants, etc. Et puis devant les divisions latino-américaines et le fait que certains dirigeants ne souhaitaient même pas faire le déplacement pour se voir ou participer à la visio, il n'y a pas eu de réunion de la CELAC. C'était il y a 4 semaines en arrière, après l'humiliation de Trump à Gustavo Petro. Donc du coup, voilà, dans ces conditions, et j'entends que les marges sont assez réduites, mais du coup, est-ce que l'Amérique latine a les moyens de faire face, tout simplement ? Et je me permets d'ajouter un élément de contexte. Il y a l'éclatement politique que tu viens de décrire, mais il y a aussi le fait que les intégrations, les systèmes d'intégration régionale latino-américains
qui avait le vent en poupe il y a, allez, disons, 20 ans, 25 ans, hein, plus ou moins. Aujourd'hui, évidemment, on n'en parle plus. Nous, avant, on faisait cours à nos étudiants sur les intégrations latino-américaines, on n'ose plus le faire, puisque ça n'existe plus. Comme de l'histoire. Quasiment plus. Donc, effectivement, quel est le protagonisme possible de l'Amérique latine dans un contexte comme ça? Malheureusement, on n'a pas de très bonnes nouvelles à vous donner parce que on est dans une situation très, très difficile. Moi, je crois que il y a au moment de l'élection du président Lula, on avait quand même un espoir de relancer quand même l'Amérique du Sud. Il faut dire l'Amérique du Sud, c'est quand même une partie très importante de l'Amérique latine. Ça représente à peu près les 2 tiers de la population latino-américaine. C'est quand même une région plus homogène que peut avoir une certaine capacité d'agir sur la scène régionale et internationale. Or, il a été question de relancer tout le processus de l'UNASUR, de l'organisation des États de l'Amérique du Sud, qui avait été quelque chose de très important pendant les années 90. Il s'avait fait sur le plan de la défense, sur le plan sanitaire, des progrès très importants. Tout ça a été annulé pendant la vague de gouvernement de droite avec le président Piñera, Macri, Duque, Bolsonaro. Et mais on avait quand même l'impression que on pouvait reprendre toute cette expérience. Je vois que le président Lula, il a fait un énorme effort. Et il a réussi à faire aller à Brésil. C'était le 30 mai de l'année 23. C'était un sommet de tous les pays de l'Amérique du Sud. Il y avait tous les présidents de l'Amérique du Sud, sauf la présidente péruvienne qui, pour des raisons constitutionnelles, ne pouvait pas sortir. Donc, c'était une assistance très massive. Mais finalement, le Brésil et Lula ne sont pas réussis à entraîner l'ensemble des pays de l'Amérique du Sud dans quelque chose de tellement évident qui est la reconstitution d'un espace permettant la concertation politique, l'intégration économique, mais surtout la concertation politique. Or, depuis là, il ne se passe pas grand-chose. Du côté de la CELAC, qui est l'autre espace d'intégration plus large, qui a la particularité d'intégrer l'ensemble des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, ce sont les 34 pays. Bon, c'est quelque chose d'encore plus large, encore plus flou, dont les moyens d'intervention sont encore beaucoup plus limités. Donc, moi, j'avoue que j'ai une certaine... moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire des consensus des Brésiliens, et je dois avouer une certaine déception, parce qu'on n'a pas réussi à faire avancer les choses dans ces domaines-là. Or, pour l'instant, toute la politique latino-américaine vis-à-vis du gouvernement Trump, ça consiste à essayer d'éviter de ne pas être dans les radars. C'est un peu ça, c'est ce qu'on fait. On essaye de ne pas être touché. On sait qu'il y a une avalanche de mesures. Donc, essayons de calmer le jeu. Or, pour l'instant, il n'y a eu aucune initiative des pays visant à agir dans un sens ou dans un autre. Or, il y a quand même quelque chose qu'il faut voir. C'est quelque chose qui doit se passer la semaine prochaine. C'est l'élection du nouveau secrétaire de l'Organisation des États américains. Ça doit se faire, je crois que c'est le 11 mars. Or, il y a eu petite initiative. Il y a eu une déclaration conjointe entre le Brésil, la Bolivie, le Chili, la Colombie et l'Uruguay, avec le nouveau président de l'Uruguay, pour soutenir la candidature du ministre de Suriname, Ramdin, pour
le secrétaire général de l'OEA. On dit que avec ces 5 voix de l'Amérique du Sud, plus les votes des Caraïbes, ça doit faire une majorité pour imposer cette candidature-là. Il faut voir si ça se passe comme ça. Si ça c'est le cas, ce serait quand même un petit indice d'un minimum de concertation. Ça c'est quelque chose qui s'est décidé à l'Uruguay à l'occasion de la prise de pouvoir du nouveau président. Lula il a pris l'initiative de réunir ces pays et finalement il a réussi à avoir tout au moins un accord sur de ces 5 pays sur cette candidature pour la OEA. Alors, ton diagnostic est donc assez pessimiste. Enfin, je me permets de passer au tutoiement, en fait, pardon. Ton diagnostic est donc assez pessimiste. Alors, moi, je cherche quand même des raisons d'espérer. Est-ce que un des points de bascule ne peut pas se trouver au Mexique? Parce que quand même, les tarifs là, qui viennent d'être imposés au Mexique enterrent, en théorie, l'accord de libre-échange nord-américain qui avait donc été signé qui était entré en vigueur en 1994, le 1er janvier 1994, et qui avait été renégocié par López Obrador et Biden en 2020. Là, quand même, si les relations économiques ou commerciales plutôt se distendent de plus en plus entre le Mexique et les États-Unis, est-ce que ça risque pas de faire rebasculer le Mexique vers le sud et donc offrir, disons, des nouvelles opportunités, alors sinon d'intégration, mais disons de coopération contre un ennemi commun? Moi, je voudrais bien que ça puisse aller dans ce sens-là, mais c'est vraiment très difficile. C'est très difficile. La situation du Mexique est complètement différente de la situation de l'Amérique du Sud. Les poids de la Chine, par exemple, dans les exportations mexicaines, est très faible. Le Mexique est complètement intégré à l'économie nord-américaine. 80% des exportations mexicaines vont aux États-Unis. Donc, ils sont obligés de trouver une solution qui est une solution quand même mexicaine. Ils sont 3000 km de frontières. Donc, nous, on aime beaucoup les Mexicains. On adore faire des choses ensemble avec eux. Mais je crois que concernant l'intégration et la possibilité de ces initiatives conjointes, c'est plutôt l'Amérique du Sud qui est la base à partir de laquelle on peut quand même faire des choses ensemble. Moi, une dernière chose, je crois que c'est vrai, la situation actuelle n'amène pas l'optimisme. Or, je crois que, ou j'espère qu'une fois, je sais pas, la crise entre les États-Unis et l'Europe puisse entrer dans un certain chemin de résolution, on doit pouvoir créer les conditions pour qu'un ensemble très large de pays puisse s'allier pour soutenir les principes fondamentaux de l'ordre international. Et de ce point de vue-là, je crois que, je sais, l'urgence européenne est complètement différente, mais on peut avoir tendance à une certaine convergence entre l'Europe et l'Amérique latine et tous les pays qui ont intérêt à ce qu'il y ait un ordre international qui soit axé sur des règles et non sur des impositions unilatérales. Je crois que là, on peut avoir un espoir, mais il faut dire, c'est quelque chose qui pourra se faire à moyen terme. C'est pas dans la situation actuelle, pour l'essentiel, l'Amérique latine essaye de ne pas être trop touchée par l'avalanche des mesures prises par le gouvernement américain. Merci Carlos. Bah, écoute, au regard de tout ce que tu viens d'exposer finalement, et de la situation et des rapports de force, est-ce que tu peux nous dire comment tu réinscris ou comment tu replaces cette notion, ce concept que tu promeus de non-alignement actif pour l'Amérique latine au regard de tout ce que tu viens de nous expliquer et aujourd'hui, alors où seraient les points d'appui pour les pays latino-américains pour partager, déjà construire et ensuite partager cette stratégie ou cette perspective
d'un non-alignement actif, étant entendu pour celles et ceux qui ne connaisseraient pas très bien le concept, ce qui est normal, et pour le schématiser, je m'en excuse par avance, mais c'est de positionner l'Amérique latine dans la rivalité sino-américaine, dans une perspective de non-alignement actif. Et est-ce que tu penses, tu l'as un peu dit au bout des lèvres, qu'il y a des nouvelles convergences à imaginer avec l'Europe? Tu as l'air de dire que oui, mais de quelle nature, comment, enfin voilà, est-ce que tu as continué de réfléchir un peu à ça? Moi, je crois qu'il y a une certaine convergence quand en Europe, on commence à nous à parler d'autonomie stratégique. Bon, ça, c'est quelque chose qui a à voir aussi avec cette idée de non-alignement actif qu'on a développée depuis l'Amérique latine. Maintenant, c'est une doctrine qui fait son chemin. On a, si vous voyez, dans des pays comme l'Inde, comme l'Afrique du Sud, c'est une idée qui fait son chemin. Les non-alignements, on insiste surtout sur le fait d'un non-alignement actif. Parce que dans le cas de l'Amérique latine, le non-alignement historique des années 60, finalement, ça a été un non-alignement aligné. Donc, ça a été finalement très aligné sur les Cuba, finalement sur l'Union soviétique. Donc, c'était pas un non-alignement. Alors, moi, je crois que le fait du relâchement des relations des États-Unis, le fait qu'il y a une présence plus forte de la Chine, ça nous oblige à avoir une politique que ce n'est pas une politique de neutralité, ce n'est pas une politique d'équidistance, c'est une politique qui doit être basée sur des principes, mais tout en mettant en avant notre intérêt national ou régional et non pas une politique alignée de façon automatique sur les intérêts des États-Unis ou les intérêts de la Chine. Moi, il y a par exemple dans les conditions actuelles des voix qui disent c'est bon, si les États-Unis n'ont pas une offre intéressante pour l'Amérique latine, essayons d'approfondir nos rapports avec la Chine. Moi, je crois que ça, c'est pas une bonne politique, c'est pas une bonne décision. Les États-Unis continuent à être une référente essentielle sur les plans politiques, culturels et militaires pour l'Amérique latine et pour l'Amérique du Sud. Donc, je crois que la seule possibilité d'avoir des rapports corrects, soit avec les États-Unis, soit avec la Chine, soit c'est en mettant en avant nos intérêts et en disant on n'est pas neutre, on n'est pas équidistant, on prend des positions par rapport aux événements internationaux, mais suivant notre intérêt. Et je crois que ça c'est cohérent avec cette fracture du système hégémonique avec une puissance militaire et politique très forte, mais avec d'un autre côté une puissance commerciale, technologique très importante, comme c'est le cas de la Chine. Mais je crois qu'il faut insister sur le fait qu'on ne peut pas essayer de remplir les vides que laissent les États-Unis avec l'approfondissement avec les rapports avec la Chine, parce que ça n'a rien à voir avec les conditions militaires, politiques et culturelles de l'Amérique latine. On appartient à un espace dans lequel les États-Unis vont continuer à jouer un rôle très important. Mais c'est vrai que l'idée selon laquelle on serait dans un moment particulièrement spécifique, créant les conditions d'un rapprochement Europe-Amérique latine est quand même saisissante quand on voit le délitement brutal de l'OTAN, enfin du parapluie américain. Et j'imagine que certaines diplomaties latino-américaines vont le voir. Espérons aussi que les diplomaties européennes puissent l'envisager, ce qui n'est pas complètement évident parce que effectivement, il y a encore parfois des regards un peu sur l'Amérique latine comme étant finalement une zone un peu périphérique et secondaire. Bon. Avant de passer la parole au public, selon la tradition, on a un dernier point quand même à évoquer. Pour l'instant, on a plutôt parlé des conséquences de l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche en termes économiques, en termes migratoires, en termes géopolitiques, disons, sur la région. Mais il y a quand même une question qui se pose, c'est que dans les mois qui viennent, il y a quelques élections très importantes qui vont se jouer en Amérique latine. Alors évidemment au Chili à la fin de l'année, l'élection présidentielle au Chili à la fin de l'année, et tu es bien placé pour en parler. Et puis
au milieu de l'année 2026, donc pas si longtemps que ça finalement, en Colombie, qui sort justement de sa première expérience, on va dire, progressiste, pour dire les choses rapidement, depuis son indépendance. Et donc la question qu'on voudrait te poser, c'est est-ce que Trump, l'équipe Trump, ou le duo Trump-Musk, avec quand même cette capacité d'intrusion dans les vies politiques de pays étrangers. On l'a bien vu avec Musk au moment des élections législatives en Allemagne, intervenant directement en soutien de l'AfD. Est-ce qu'à un moment donné, on peut croire à un scénario où Washington pourrait peser très lourdement sur alors notamment ces deux élections que j'ai citées, mais peut-être d'autres. Et moi, évidemment, je pense au cas chilien où aux dernières élections présidentielles, Boric l'a emporté contre José Antonio Cast, donc une figure de l'extrême droite. Alors là, les sondages donnent plutôt la droite conservatrice, Mattei, devant l'extrême droite. Mais justement, est-ce qu'il y a, selon toi, une capacité vraiment d'action politique à l'échelle des États latino-américains? Moi, en principe, je suis assez fort pour les anticipations électorales. Je me place à des fin de l'année, au milieu des années 2021. Il devait y avoir une élection au Chili, en Colombie, au Brésil. Alors, moi, quand on m'invitait, on me questionnait sur quel était mon pronostic, moi, je disais, il y a Boric, il y a la gauche qui va l'apporter au Chili, il y a la gauche qui va l'apporter en Colombie, et c'est Lula qui va revenir au Brésil. Or, les conséquences, la pratique de ces gouvernements, ça a été quelque chose de beaucoup plus compliqué. Moi, je pensais qu'entre Boris, Lula et Petro, il pourrait y avoir une alliance très forte de façon à pousser l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Sud pousser aussi vers l'ensemble de l'Amérique latine avec AMLO. Donc, c'était un peu ça l'idée. Or, finalement, ça pour des raisons différentes, ça n'a pas marché. On a une certaine déception et maintenant on a affaire à un cadre bien plus compliqué. Dans le cas du Chili, on a des élections le mois de novembre. Moi, je vois que ça reste quand même ouverte. 8 mois dans les conditions actuelles, c'est quand même une période longue. Je sais bien que, je suis conscient que pour l'instant, les pronostics donne la droite comme gagnante. Mais il faut dire aussi que dans notre cas, on a changé le système électoral et ça entraîne énormément de conséquences. On a un système de vote obligatoire. Et ça fait que une partie, je ne sais pas, entière à peu près de la population qui, en principe, ne votait pas, est obligée d'aller voter. Et ça donne des résultats que c'est très difficile à anticiper. Or, pour te répondre, je crois que les pronostics ils sont plutôt pessimistes par rapport à la situation chilienne. Pour quelle raison? Parce que le gouvernement du président Boric, ça a été un gouvernement beaucoup plus compliqué, avec énormément de problèmes qu'on aurait pu penser au début. Je crois que c'est un gouvernement qui a essentiellement commis 2 erreurs qui ont été fatales. Erreur 1, n'est pas réussir à constituer une seule coalition de gouvernement. Ce qui était complètement possible du fait de la convergence des forces dans le deuxième tour de l'élection présidentielle. Le gouvernement a maintenu un système avec 2 coalitions, ce qui a été fatal. Et puis, on a commis une erreur historique monumentale. On avait la possibilité de changer la Constitution. On avait la possibilité d'établir une Constitution de façon démocratique, raisonnable. Et on a gaspillé cette possibilité. Alors, on ne va pas trop développer là-dessus parce qu'on a déjà consacré une longue séance au Chili, mais évidemment, c'est un contexte très important. Dans l'espace politique chilien, par exemple, politique, médiatique chilien,
il y a des figures qui pèsent et qui soutiennent Trump. Je pose la question parce qu'on voit en France aussi certaines formes de séduction, parfois un peu très surprenantes, dans la presse. Alors d'abord envers Milei et puis aussi parfois envers Trump. Est-ce que ça existe ça dans l'espace, je pense notamment médiatique chilien, puisque au fond c'est la principale... c'est le principal angle d'attaque souvent de Musk quand il essaie d'intervenir à l'étranger. Je vois que ça existe, mais pour l'instant d'une façon relativement marginale. Pour l'essentiel, la droite classique, la droite majoritaire est une droite très libre-échange. Donc, toutes les menaces sur les menaces, les protectionnismes, c'est quelque chose qui ne va pas avec. Donc, au niveau de la droite, c'est plutôt Trump. La référence à Trump, c'est plutôt un problème. Moi, je crois que dans la campagne présidentielle, la façon de se situer par rapport à la situation internationale, ça peut jouer un certain rôle. Et la droite, elle ne se sent pas à l'aise dans ce type de débat. Il y a quand même des figures marginales qui montent, qui ont Trump comme référence. Mais c'est quand même c'est très difficile de défendre quelqu'un qui est pour les déportations massives, qui n'a pas une offre qui soit intéressante pour nos pays. Donc, je crois que pour la droite, Trump, c'est plutôt un problème, pas un atout. Là, je ne sais pas comment ça va se passer, s'il va y avoir une intervention plus directe par le biais de Musk, par le biais de Steve Bannon, avec l'appui au parti d'extrême droite chilien. Il peut y avoir une intervention beaucoup plus directe. Ça peut être les cas, ils sont très liés, surtout avec le Brésil, avec Bolsonaro. Le fils de Bolsonaro, c'est quelqu'un qui participe de façon très active dans toutes les meetings de l'extrême droite. Dans le cas du Chili, je dirais que ça reste quand même, pour l'instant, une influence plutôt marginale, et la référence à Trump, c'est plutôt une référence qui complique à la droite. Non, c'est bon, je voulais te demander si ta grille d'analyse s'appliquait au Brésil, parce que c'est vrai qu'au Brésil, en particulier après le bras de fer entre la Cour suprême et Musk sur X, etc., on se pose la question de savoir s'il y aura une ingérence Trump-Musk pour soutenir le bolsonarisme. Donc je voulais savoir si tu pensais que sur le Brésil, il y avait un risque peut-être plus précis, mais tu as un peu répondu déjà, hein. Moi, j'essaie de suivre la politique brésilienne, et je vois aussi, je crains qu'on a affaire à une situation difficile. On est dans le troisième gouvernement de Lula. On ne voit pas un leadership qui puisse les remplacer. Et il est clair que Bolsonaro ne pourra pas être candidat. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui représente les mêmes positions de Bolsonaro, avec qui a un code de popularité, disons un rebus, comment dire, oui, avec un reboussoir beaucoup moindre. C'est un peu le cas du gouverneur de l'État de São Paulo. Nunes. Hein? Tarcísio. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir à peu près les mêmes appuis et qui n'a pas les mêmes rejets. Voilà. Qui n'a pas les mêmes rejets. Donc, je crois que la situation, l'élection brésilienne, ça se présente aussi comme une élection compliquée. Il faut dire que Lula, il a emporté vraiment de justesse, hein? 55, 50,6, quelque chose comme ça. Vraiment de justesse. Donc, on est dans une situation très, très compliquée. Et là, on a l'impression que l'intervention américaine, par le biais du fils de Bolsonaro, c'est quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus direct. Merci Carlos. Écoutez, on va ouvrir la session des questions. Olivier gentiment va
passer les micros Oui, pour les questions et les on est loin commentaires. d'avoir épuisé les différents sujets, donc c'est l'occasion justement d'approfondir un petit peu. Comme vous êtes très nombreux, d'habitude, déjà on a du mal à donner la parole à tout le monde, et là c'est encore plus compliqué puisque vous êtes très nombreux, donc merci de poser des questions relativement courtes, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Pour affiner le sujet sur la question de la Chine et je trouve ça intéressant que vous parliez effectivement d'hégémonie fracturée, effectivement dans une logique de réaction de la part des États-Unis plutôt que dans une véritable stratégie pour l'Amérique latine. Dans les relations sino-états-uniennes ou en tout cas de la relation sino-latino-américaine et l'impact sur la politique des États-Unis dans la région, on comprend bien le sujet du Panama puisque c'est une réaction directement à leurs intérêts sur place. On comprend aussi d'autres dossiers et moi je voudrais savoir quel autre dossier spécifiquement vous identifiez comme des points de tension qui pourraient les amener à une forme de réaction. Et par exemple, qui vous concerne beaucoup, vu d'où vous venez, et qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est sur la question de l'approvisionnement de matières stratégiques. Elon Musk a rencontré Milei parce que l'intéresse beaucoup l'or blanc du lithium. Le Chili est effectivement très lié à la Chine par son accord de libre-échange, etc. Mais pour autant, c'est des matériaux stratégiques très importants. C'est des matériaux stratégiques d'autant plus importants que, alors qu'on voit que les budgets militaires ont peut-être tendance à augmenter un peu partout dans le monde, on va avoir besoin de beaucoup de ces matériaux stratégiques. Donc je voulais savoir, est-ce que vous identifiez par exemple des points, des endroits dans lesquels il peut y avoir des tensions et cette forme effectivement de réaction des États-Unis parce que remettrait en cause ses intérêts dans la région. Non, je crois que ça, c'est une très bonne question parce que dans le cas du Chili, ce n'est pas les rapports commerciaux qui sont au centre de la problématique. Les Chili exportent essentiellement des cuivres, les États-Unis ne sont pas un grand producteur de cuivre, ils ont en plus besoin du cuivre raffiné chilien. La question qui est délicate, c'est la question des rapports avec la Chine. Le fait qu'on a la Chine comme principal marché d'exportation. Le Chili, c'est le deuxième producteur mondial de lithium. Il y a pour l'instant 2 entreprises qui produisent du lithium au Chili. L'une, c'est une entreprise américaine, mais la plus importante, c'est une entreprise chilienne, mais dont une partie très importante a été achetée par les Chinois. Donc là, je crois qu'on a des risques. Et il est question, moi j'ai cité le cas du câble Humboldt, celui qui devait lier Shanghai avec Valparaiso. Maintenant, il est question, c'est un projet qui est en construction, c'est un observatoire au nord du pays. Et maintenant, il y a déjà des articles dans la presse américaine en disant que c'est quelque chose sur laquelle il faut faire attention parce que c'est pas de l'observation civile des étoiles, mais c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences sur la sécurité nationale nord-américaine parce que ça peut être un point d'observation fondamental pour tous les systèmes de satellites nord-américains du côté de l'hémisphère sud. Donc là on peut avoir un cas précis d'un conflit avec les États-Unis. Et puis une autre source qui est peut-être très importante, c'est l'histoire des ports. Vous savez, il y a les ports construits par les Chinois au Pérou. Et le Chili doit augmenter la capacité de ces ports. Il est question de grands projets d'élargissement du port de Valparaiso, du port de San Antonio. Et les Chinois, ils sont très intéressés. Là, je crois qu'on risque aussi d'avoir des problèmes et une espèce de veto de la part de l'administration nord-américaine concernant la présence chinoise. Donc, je crois que là, il faut faire beaucoup d'attention parce qu'il y a quand même des points de conflit. Moi, j'identifie cela, mais il peut y avoir aussi d'autres. J'ai au moins 5 demandes de prise de parole, donc des questions courtes. Bonsoir, je rebondis sur le même thème. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le câble dont vous parlez, Valparaiso-Taïwan? Est-ce que c'est un... Shanghai. Pardon? Shanghai, oui. Shanghai. Shanghai.
Et de quelle nature est-il? Et est-ce que c'est un câble qui est partagé avec, régionalement avec d'autres pays, des pays? Non, bon, il a l'idée, c'était quand même, il avait un accord signé entre la Chine et les États-Unis entre la Chine et le Chili pour construire. C'est un câble de fibre optique qui était très importante parce que comme ça, les Valparaiso et les Chili pouvaient être les centres de tout un système d'un réseau avec la Chine. Or, c'est l'argument des États-Unis, c'était un argument de sécurité nationale. Ils ont dit que ce n'était pas raisonnable, ce n'était pas acceptable que le Chili, un pays appartenant au système d'influence nord-américain, puisse avoir une connexion directe. Alors, le Chili, et le président chilien de l'époque, c'était le président Piñera, il a été obligé d'annuler ces projets. Alors, on a dit, on va faire quelque chose de différent. C'est une connexion Chili-Valparaiso-Sydney. Finalement, ça ne s'est pas produit. Pour l'instant, il est question qu'on puisse passer un accord avec Google. Google, ça peut intéresser ce type de connexion, mais finalement, le fait du veto américain, ça a empêché le développement d'un projet qui était d'un énorme intérêt pour un pays comme le Chili. Bonjour, merci pour votre intervention. J'aurais une question concernant le traité de libre-échange entre l'Amérique latine et l'Union européenne à la lueur de la doctrine du non-alignement actif, dans la mesure où la plupart des leaders latino-américains qui portent cette rhétorique et cette diplomatie de non-alignement sont également, pour schématiser, en faveur de cet accord de libre-échange avec l'Union européenne, mais aussi avec la Chine il y a quelques mois. Et ce qui peut paraître paradoxal dans la mesure où, si on considère les années 2000 et la première vague de gouvernement de gauche, il y avait une réflexion, disons, de nature protectionniste, industrialiste, qui accompagnait la quête de non-alignement. Donc voilà, comment est-ce que vous considérez cette tension éventuelle entre cette volonté de libre-échange, notamment avec l'Union européenne, et cette diplomatie de non-alignement actif? Les débats sur les traités de libre-échange, ça a été un débat très, très dur à l'intérieur des forces de gauche en Amérique latine. Moi, au moment où on discutait des traités avec, par exemple, le Chili et les États-Unis, moi j'étais sénateur, moi j'ai voté pour. Et je crois que c'était une bonne décision, parce que pour un petit pays, le fait d'avoir un traité, ça nous donne une certaine assurance. C'était une espèce de carte de visite et une certaine assurance. Or, maintenant, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui va se passer. Il y a 4 pays. Il y a 4 pays qui ont des accords de libre-échange avec les États-Unis. Je crois que c'est 4. C'est les pays de l'Alliance du Pacifique. C'est le Chili, le Pérou, la Colombie et le Mexique. Or, on va voir qu'est-ce que ça peut tenir de ces accords avec une administration qui essaye de mettre en question des normes essentielles concernant le libre-échange. Donc, moi, je crois que aujourd'hui, c'est une cause progressiste, celle qui consiste à défendre l'importance, le respect des droits internationaux, le respect des traités qui ont été signés. Qu'est-ce qui va se passer? Il est question que l'administration américaine puisse avancer la date pour la rediscussion du traité avec le Mexique. En principe, ça doit se faire l'année prochaine, l'année 2026, mais il est question que ça puisse avancer, on puisse avancer la date. Or, à propos de l'accord avec l'Europe, là, je crois que si on essaye de penser, même sur les moyens et long terme, une espèce de convergence entre les pays qui ont intérêt à soutenir un ordre international différent, axé sur des règles. Là, la question de l'accord avec Mercosur, c'est un problème. Hein. La position de la France, c'est un problème. Parce que ce serait, je sais pas, un signe
d'une volonté d'approfondir, d'avancer dans le cadre d'avancer dans l'intégration entre nos régions. Le fait de, finalement, depuis 20 ans, après 20 ans, de signer un accord de ce type-là, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas si la France va réussir à bloquer l'accord, je ne sais pas. Mais c'est quand même un très mauvais signe par rapport à cette possibilité de convergence entre l'Amérique latine et l'Europe. C'est un mauvais signe, effectivement, par rapport aux hypothèses de rapprochement géopolitique qu'on faisait. Et en même temps, excusez-moi, c'est en même temps très mal, très mal utilisé. On peut comprendre, et je ne vous parle même pas de la colère des agriculteurs français, mais on peut comprendre qu'un accord qui, par exemple, de manière très claire, favorise l'extractivisme, va favoriser l'extractivisme à l'heure d'une transition des modèles de développement qui est nécessaire dans les décennies qui viennent. Il y a quand même beaucoup de critiques qui sont construites là-dessus. Bon, on pourrait faire une séance d'ailleurs sur le traité Union européenne Mercosur, mais enfin c'est une situation assez complexe, quoi. Je vous donne la parole. Question rapide. Bonjour. Tout à l'heure, vous parliez de non-alignement, vous parliez aussi de réorganisation stratégique des alliances, notamment en Amérique latine et via les partenaires européens. Ma question c'est, est-ce que vous regardez, enfin j'imagine que vous regardez la politique française et européenne, est-ce que vous identifiez des acteurs clés, des partis politiques, des mouvances, des États qui pourraient être des vrais partenaires de l'Amérique latine sur la question du non-alignement actif? Moi je disais que cette idée d'autonomie stratégique qui devient à nouveau à la mode en Europe, c'est quelque chose qui se rapproche à cette idée de non-alignement. De ce point de vue-là, moi je crois que on a une coïncidence forte avec la France et même avec le président Macron qui insiste beaucoup sur cette idée-là. C'était quelque chose sur laquelle insistait beaucoup aussi Borrell, qui était le responsable des relations internationales pour l'Europe. Je crois que l'Espagne, c'est un pays aussi avec lesquels on peut compter. Et voilà. Je crois que de toute façon, il faut être tout à fait conscient que l'urgence en Europe, ça va dans un autre sens. C'est l'histoire de la défense, c'est l'histoire de la fin de la guerre de l'Ukraine dans des conditions qui soient décentes. Voilà. Mais de toute façon, je crois que c'est important d'avoir à l'esprit cette possibilité de convergence. Et les pays avec lesquels on a les rapports les plus étroits, la France, c'est quand même un pays avec lequel l'Amérique latine se sent à l'aise. C'est un pays avec une influence politique et culturelle énorme dans la plupart des pays de l'Amérique latine. C'est la France et l'Espagne. Rapidement, merci Carlos. C'est un peu un prolongement peut-être de la question précédente. Il suffit pas de dire, tu dis et voilà, mais on voudrait en savoir plus, un peu sur, en particulier, ce que si tu préconises, comme tu l'as dit au départ, une perspective de non-alignement actif, et tu as évoqué les non-alignés de nos années de jeunesse. Est-ce qu'il n'y a pas le même danger s'il n'y a pas une dimension politique forte à ce non-alignement actif face à trois empires qui actuellement, en tout cas, ils s'affirment de plus en plus comme de nouveaux impérialismes, sinon des empires. Et est-ce que tu vois quelque chose, une lueur dans l'horizon qui permettent politico-idéologique, parce que l'attaque n'est pas seulement commerciale venant actuellement de Trump, elle est idéologique aussi, on l'a vu dernièrement, en particulier avec Vance. Donc, qu'est-ce que tu nous donnes à réfléchir sur cette question-là, si tu as des éléments? Je crois que le non-alignement, ça
ça a une dimension essentiellement politique, mais ça a aussi par exemple, une dimension économique. Nous, on doit sortir un nouveau livre le mois prochain à Londres sur les différents aspects du non-aliment. Et là, on développe par exemple l'idée d'une économie politique de non-aliment, qui consiste à montrer que le fait que de l'alignement automatique, l'alignement historique de l'Amérique latine avec les États-Unis, ça n'a pas donné de bons résultats. Le bilan de l'alignement avec les États-Unis, c'est un mauvais résultat. Il n'y a aucun pays de l'Amérique latine qui a réussi à se développer. On a, pour l'essentiel, c'est plutôt une histoire compliquée, une histoire d'intervention militaire, une histoire de coup d'État. Donc, on a besoin d'avancer dans un sens différent. Je crois qu'il y a une dimension économique forte dans cette idée de non-aliment qui, on peut les rapprocher à l'idée suivante. Si on a, il est préférable, ça donne beaucoup plus de marge de manœuvre, le fait d'avoir des rapports avec un oligopole, un duopole, qui est en compétition entre eux, que les rapports avec un monopole, comme ça a été le cas de l'alignement historique de l'Amérique latine par rapport aux États-Unis. Je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, mais mon point ma réponse, c'est que le non-alignement, c'est une doctrine qui a une base politique, mais qui a aussi une base économique forte. Carlos, dans le passé, il y a eu deux initiatives en Amérique latine. D'un côté, l'UNASUR et l'autre, le CELAC. L'UNASUR s'est cassé depuis un moment. Qu'est-ce qu'il reste de la CELAC? Est-ce que c'est une coquille vide, vu l'expérience que vient de citer justement Christophe? Écoute, on va voir, parce qu'il est question qu'il y ait une réunion de la CELAC en Chine le mois de mai. Ce n'est pas au niveau du président de la République, c'est au niveau des ministres des Affaires étrangères, et on va voir quelle peut être la réponse de la Chine par rapport à la situation actuelle. C'est la Colombie qui doit aussi prendre la tête de la CELAC à partir du mois de juin, je crois. J'espère que la Colombie puisse lui donner une certaine force à cette instance qui pour l'instant reste vraiment très, très faible. Et j'insiste, je crois que même avec toutes les difficultés qu'on a eues avec l'UNASUR, l'idée de reconstituer un espace sud-américain est une idée tout à fait fondamentale. Je crois que c'est de là où il peut émerger une certaine force qui a une certaine capacité de recréer l'intégration, de recréer la concertation au niveau politique. Mais peut-être justement sur une base non pas exclusivement économique, mais peut-être aussi un peu plus idéologique. Est-ce que aujourd'hui le non-alignement actif est par ailleurs l'hypothèse d'une réintégration de l'Amérique latine, pour le dire comme ça? C'est pas possiblement la défense d'un modèle alternatif à ce qu'on voit aujourd'hui chez Trump et Musk détruisant ce qu'il reste d'États aux États-Unis. Enfin non, il y avait beaucoup d'États, mais une partie de l'État aux États-Unis, ou Milley. Est-ce que c'est pas une certaine idée, par exemple, d'un État redistributif? Je pose la question de manière. Je vais te répondre. Je crois qu'il faut être beaucoup plus modeste, dans le sens que le non-alignement, je crois que ça c'est une doctrine qui a une force politique importante, qui peut avoir aussi, ça peut donner une marge de manœuvre sur le plan économique, mais le non-alignement, je crois que ça peut être essentiellement une espèce de stratégie visant les changements des rapports internationaux. Si on essaye de bâtir un modèle idéologique, on ne va pas réussir. Parce que dans les non-alignements, on se rapproche de la notion de sud global,
Et le Sud global, c'est un ensemble complètement hétérogène dans lequel les points communs sur le plan idéologique n'existent pas. Mais il peut y avoir aussi, je crois que ça c'est l'importance du Sud global, c'est quand même un rapport de force qui a la possibilité d'échanger les rapports au niveau international, l'ordre international, ce que les puissances occidentales n'ont pas réussi à faire depuis des décennies. Donc, je crois que c'est une possibilité, mais il ne faut pas lui accorder des qualités qu'il n'a pas. Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence. J'ai une petite question et j'aimerais tout d'abord revenir sur l'un des sujets que vous avez mentionné au tout début, qui parlait des drogues. Donc récemment, il y a eu l'accord d'extradition de 29 narcotrafiquants mexicains aux États-Unis. Et j'avais lu que c'était notamment pour essayer d'apaiser, on va dire, la hausse des tarifs américains au Mexique. Donc premièrement, est-ce que pour vous cela a fonctionné? Et deuxièmement, ces narcotrafiquants ou quelques-uns risquent également la peine de mort. Et du coup, qu'est-ce que ça pourrait envoyer comme message à tout cet univers, cette galaxie? Et est-ce qu'il y aurait aussi à craindre une sorte de réponse ou de riposte de leur part? Merci beaucoup. Ouais. C'est une question bien assez compliquée parce que je crois que le Mexique, la présidente Sheinbaum, a tout essayé, de faire face à toutes les menaces. À un moment donné, bon, il était question de protéger la frontière, donc ils ont dit 10 000 soldats de plus pour garder la frontière. Puis ça n'a pas suffi, alors ils ont envoyé ces 29 prisonniers pour des causes de drogue qui étaient au Mexique. Ils ont été carrément expulsés dans des conditions légales très discutables. Mais finalement, ça n'a pas suffi non plus. Hein. Donc, je crois que le Mexique, c'est le cas d'un pays très mal traité par les États-Unis. Ils sont énormément donnés. Je crois que la présidente elle a été très, très prudente en essayant d'éviter les crashs. Mais tout en faisant en prenant des initiatives comme l'expulsion des gens qui étaient en prison au Mexique dans des conditions qui sont légalement très discutables. Bonsoir Carlos, merci pour les éclaircissements. On a évoqué la possibilité que Musk intervienne dans les élections de Chili, de Brésil, mais Musk, il a un agent sur place qui est Milei. Alors, est-ce que l'influence de Milei dans ces élections peuvent être importantes? Ils n'ont pas été, par exemple, en Uruguay. C'est-à-dire que Milei n'a pas vraiment intervenu directement sur les élections uruguayennes. Mais bon, je me demande si l'action de Milei, même si son propre action est dévaluée par les CryptoGate, a une influence, parce qu'il vient de rompre avec le Mercosur, par exemple. Il s'aligne, lui, il est aligné complètement avec les États-Unis. Donc, quelle influence peut avoir Milei? Et c'est l'Argentine. Quel type de confluence de tous les pays d'Amérique du Sud, sans l'Argentine, peut avoir dans le projet de non-alignement actif? Non, je crois que Milei joue un rôle. Hein. Moi, je crois qu'il est le produit de la désespération de la société argentine, qui a tout essayé, qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Or, il y a pas mal de gens qui ont l'impression qu'il n'y avait autre possibilité qu'une politique d'ajustement très radicale. Pour l'instant, tout en faisant un ajustement brutal, il a réussi à baisser l'inflation. Et si jamais l'expérience de Milei, ça marche, s'il arrive à remettre l'économie argentine sur un processus de croissance,
je crois qu'il va avoir une influence très importante. Mais il faut qu'il fasse ça. Et pour l'instant, c'est pas du tout clair, parce que il a fait une partie très importante des sales boulots, tout en faisant contre les pensions, les fonctionnaires publics, tout ce qui avait des mécanismes solidaires à l'intérieur du pays ont été cassés. Or, il n'arrive pas à contrôler les taux de change, qui est quand même la variable essentielle. Par exemple, si on demande à quelqu'un d'aller investir en Argentine, ils vont dire non, on n'investit pas en Argentine. Si je ne peux pas sortir, si je fais une affaire, mais je n'arrive pas à sortir mes utilités, ça n'a pas d'intérêt. Il n'a pas réussi à faire ça. Or, pour cela, il faut qu'il puisse cumuler, qu'il y ait un fonds de réserve suffisamment important de façon à relâcher le système cambiaire. Or, je ne sais pas s'il va réussir. Il a des délais aussi très courts, parce qu'il y a une élection le mois d'octobre, et il doit arriver avec une certaine solution à ce type de problème. Mais ce n'est pas évident que ça puisse se faire. Alors, on va devoir, merci Carlos pour avoir répondu avec autant de dynamisme et d'engagement aux très nombreuses questions qui sont pleines aussi de curiosité et de questionnements tout à fait légitimes sur la pluie de météorites que nous recevons tous les jours avec Trump en Amérique latine. Juste avant qu'on va devoir clore les travaux, deux, trois petites choses. La première, c'est que, illustration de ce que je viens de vous dire, pendant que nous parlons, je vous informe que Madame Claudia Sheinbaum, présidente du Mexique, a communiqué sur Twitter qu'elle venait de sortir d'une réunion de travail téléphonique très fructueuse avec Donald Trump. Donc, vous voyez que je ne sais plus qui posait une question sur le Mexique, voilà. Donc déjà on est là-dedans. Apparemment maintenant une lune de miel commence pour au moins quelques heures entre Sheinbaum et Trump. On va aller voir ça en sortant d'ici pour avoir un peu plus de contenu. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour remercier vraiment votre participation qui nous fait chaud au cœur très franchement, et on est très content de voir autant de monde à la Talac de plus en plus, et en particulier aussi, ou en tout cas dont des lycéens que nous voyons qui se remarquent. Donc on est très content que vous soyez là. Je ne sais pas trop comment vous avez atterri ce soir ici, mais en tout cas on est ravis de vous voir et que la participation des lycées continue dans notre réunion. Vous dire donc qu'on va clore cette séance, bien sûr qu'il laisse beaucoup de questions ouvertes. Je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'y revenir ultérieurement dans l'année. Vous dire que la prochaine séance, notez-la dans vos agendas, même si vous recevrez tout ça par les lettres d'information et la communication de la Maison de l'Amérique latine, mais c'est le 20 mars. On en a deux ce mois-ci, c'est un peu atypique. On a deux réunions dans le même mois. La prochaine, c'est le 20, en présence de Kevin Partenay, qui est un latino-américaniste aussi très important en France et qui est professeur de sciences politiques à l'université de Tours, et qui viendra, autre sujet intéressant, traiter de la question de Nayib Bukele et du modèle Bukele, en tout cas promu par certains, au Salvador. Donc on aura une séance sur le Salvador, Amérique centrale, et sur le rôle, l'influence de Bukele dans le pays, et probablement au-delà, en particulier dans la droite latino-américaine. Ce sera le 20 mars, donc même jour, même endroit, même heure, 19h, donc on vous attend aussi nombreuses et nombreux. Olivier, je ne sais pas si j'ai oublié des choses qu'il faut communiquer. Peut-être à cette étape la plus importante, vous êtes invité au verre de l'amitié dans la salle d'à côté, où vous pourrez continuer à discuter et à harceler Carlos Ominami de vos questions en tout genre. Merci, à tout de suite.